Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Et l'actualité qui démarre par cette rencontre au palais de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara a accordé une audience ce vendredi au Premier ministre du Cap-Vert. Le chef de l'État et son hôte du jour ont évoqué plusieurs sujets. Ils ont parlé de la nécessité de renforcer et diversifier les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. À Dakar, une réunion de haut niveau de l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale. La rencontre a permis de mobiliser 93 milliards de dollars pour la mise en œuvre du programme de l'IDA 20. Le vice-président de la République y avait représenté le chef de l'État, Thiemo Komélia Koné, a regagné à Abidjan ce vendredi. Et la Côte d'Ivoire qui veut transformer d'ici à 2030 plus de 50% de la production de noix de cajou. La politique mise en place permet l'installation du groupe Dorado Ivory à Tumodi. Le Premier ministre Patrick Kachi a inauguré ce vendredi l'usine avec plus de 50 000 tonnes transformées chaque année. Ce sera un grand centre mondial de la production industrielle de ce produit. Et puis demain, c'est la célébration de l'Aïd el-Kébir. Aujourd'hui, c'était l'étape d'Arafat dans la ville sainte de la Mecque. Les pèlerins ivoiriens étaient à une cérémonie officielle. Ils ont fait des bénédictions et prières pour le pays. D'abord, ces deux télégrammes du président de la République. On commence par celui adressé à Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon. Majesté, c'est avec une grande consternation et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle ce vendredi 8 juillet du décès de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe à la suite d'une attaque par balle pendant qu'il prononçait un discours dans la ville de Nara. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre exprimer à votre Majesté, au peuple ami et au gouvernement japonais notre profonde compassion et toute notre solidarité. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble que rien ne saurait justifier et prie votre Majesté de bien vouloir transmettre nos plus sincères condoléances à la famille éplorée. Je salue la mémoire de l'illustre disparu, ce grand ami de la Côte d'Ivoire, à qui je rends un vibrant hommage pour son immense contribution au raffermissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notamment à travers sa visite historique en 2014 en terre ivoirienne. Et puis cet autre télégramme adressé à son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès survenu ce jour à Barcelone, en Espagne, à l'âge de 79 ans, de M. José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola. En ces instants de grande douleur, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Angola, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues et nos sentiments de profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État, figure historique de l'Angola, qui a œuvré à l'indépendance et à la prospérité de son pays. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République. Et le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est entretenu ce vendredi avec le Premier ministre du Cap-Vert. Au cœur de la rencontre, le renforcement de la relation et sa diversification entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Viviane Aimé. Après sa participation au sommet IDA 20 du groupe de la Banque mondiale qui s'est tenu ce jeudi 7 juillet à Dakar, le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysses Correa e Silva, a fait un détour par Abidjan ce vendredi pour une visite au président de la République, Alassane Ouattara. Reçu à la résidence du chef de l'État ivoirien, l'entretien a porté sur l'IDA 20, notamment l'utilisation du fonds de 93 milliards de dollars US mis à la disposition des pays en développement. C'était une opportunité pour voir un bon ami du Cap-Vert, de l'Afrique. On a parlé sur le rôle de Côte d'Ivoire au niveau de cette dernière sommet d'IDA Afrique. Le leadership du président Ouattara, c'était très bien. Aussi les relations entre le Cap-Vert et le Côte d'Ivoire. Nous avons ici un champ d'exploitation des relations au niveau politique et diplomatique pour renforcer notre relation au niveau empresarial, au niveau économique, pour faire une proximité plus forte entre les deux pays, les deux économies.
Et je pense qu'on a toutes les opportunités de le faire. Et aussi la création d'une commission mixte ministérielle qui peut faire cette proximité entre les deux pays au niveau des gouvernements. L'IDA, l'Association internationale de développement, est une filiale de la Banque mondiale qui a son siège à Washington et qui octroie des prêts et des dons aux pays les plus pauvres pour soutenir leur essor économique. En juillet 2021, l'IDA s'était réunie à Abidjan pour la 25e reconstitution de son fonds de soutien. Le plaidoyer porté par le président de la République Alassane Ouattara auprès des donateurs a abouti à la mobilisation par l'IDA de ressources d'un montant record de 93 milliards de dollars US. Et pour l'IDA, justement, le vice-président de la République était au Sénégal. Timo Komelia Kone a regagné Abidjan ce vendredi. À Dakar, il a représenté le chef de l'État à cette réunion de haut niveau de l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale. La rencontre a permis, comme on l'entendait tout à l'heure, de mobiliser 93 milliards de dollars pour la mise en œuvre du programme de l'IDA 20. Et ce sommet des chefs d'État au Sénégal a permis de penser l'Afrique pour un avenir vert, résilient et inclusif. Avec l'enveloppe mobilisée, des programmes verront le jour dans les 3 années à venir. Et cette mobilisation fait suite au plaidoyer du président Alassane Ouattara lors de la réunion de reconstitution de ce fonds en juillet 2021 à Abidjan. Des détails de cette rencontre de Dakar avec Jérôme Kofi Abolin. Mieux reconstruire après la crise pour un avenir vert, résilient et inclusif. Tel est le thème autour duquel s'est tenue ce jeudi dans la capitale sénégalaise la réunion de haut niveau du programme de l'Association internationale de développement IDA 20 du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit pour les pays africains de travailler non seulement à la mise en œuvre effective de ce programme, mais aussi à l'utilisation efficiente du fonds généré. Par conséquent, la rencontre de Dakar est tout à fait reconnaissante quant au plaidoyer fait par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en juillet 2021 à Abidjan, en vue de la 20e reconstitution de ces fonds. Ce sommet IDA 20 consacré à l'examen des modalités d'utilisation optimale des ressources au titre de l'IDA 20 constitue donc une éclaircie dans la grisaille. Je voudrais remercier les partenaires pour le succès historique de la reconstitution de l'IDA avec un niveau record de 93 milliards de dollars. Je remercie également notre collègue le président Alassane Ouattara pour avoir accepté de porter avec nous le plaidoyer à Abidjan pour la reconstitution des ressources de l'IDA. À Dakar, au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République, Timo Komelia Kone, a pris part à un panel sur la problématique de l'affectation du fonds de l'IDA 20 en relation avec la cherté de la vie observée dans plusieurs États. C'est l'occasion pour lui de rappeler les efforts poursuivis par la Côte d'Ivoire à travers d'importantes subventions pour contenir l'inflation. Par ailleurs, comme pour faire le point d'une telle rencontre, le vice-président de la République n'a pas jugé inutile d'en évoquer l'importance. C'est un sommet intéressant et important parce qu'à la suite justement du sommet qui s'est tenu l'année dernière sur la reconstitution de l'IDA 20, il y a eu une contribution importante des donateurs pour que ce qui a été prévu pour l'IDA 20 se monte jusqu'à 93 milliards de dollars et pour les pays africains. C'est un montant particulièrement important compte tenu des difficultés que connaissent ces pays et compte tenu des enjeux importants auxquels il faut faire face à ce moment-là, surtout après les pandémies et surtout après toutes les difficultés sur le plan international que nous connaissons avec les crises, que ce soit la crise ukrainienne, que ce soit l'inflation, que ce soit toutes sortes de difficultés que les États connaissent. Alors, le sommet d'aujourd'hui, c'était justement de voir qu'est-ce qu'on fait de cette contribution importante des pays donateurs. Bien sûr,
il y a un certain nombre de domaines qui ont été déjà identifiés pour lesquels les États vont essayer de faire des programmes et des projets pour mobiliser cette somme qui est, il faut dire, quelque chose de très concessionnel par rapport aux besoins importants en financement. C'est quand même quelque chose qui permettra aux États de pouvoir accéder, de pouvoir faire un certain nombre d'investissements à un coût largement modéré par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir, notamment sur les marchés. Ça a donné lieu à une déclaration de Dakar qui a donné les grandes orientations et qui sont conformes à ce qui avait été déjà annoncé en Côte d'Ivoire lors de la constitution des fonds de l'État. En marge des travaux, Thiemoko Mélié-Koné a été honoré. Il a été élevé à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion de la République du Sénégal par le président sénégalais Macky Sall. Pour exprimer sa gratitude, le vice-président ivoirien a indiqué qu'au-delà de sa personne, cette distinction est à mettre au compte des relations exemplaires entre les deux pays, ainsi que des liens très forts entre les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall. Et la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix brutes de cajou, veut transformer d'ici à 2030, ici sur place, 50% de sa production. Et le pays s'en donne les moyens. Ce vendredi, le Premier ministre était à Toumoudi. Patrick Achi a procédé à l'inauguration d'une usine de transformation. Le groupe Dorado Ivory, avec plus de 50 000 tonnes transformées chaque année, sera un centre important de production industrielle. Alexis Ouedraogo. C'est l'une des plus modernes et grandes usines de transformation de noix de cajou à ce jour. Bâtie sur 12 hectares, l'usine Dorado Ivory de Toumoudi va transformer les noix brutes de cajou en beurre et amandes. L'usine doit produire près de 60 000 tonnes de cajou par an et entend d'ici 2025 passer le cap des 100 000 tonnes. Ce vendredi, le Premier ministre inaugure l'infrastructure. Bien plus qu'un nouveau site industriel, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la transformation agro-industrielle de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de la COP15, l'industrie prend en compte de bons gestes en matière de protection de l'environnement, avec un système pleinement intégré, zéro déchet. Elle n'est pas seulement moderne, mais c'est une usine intégrée. Elle transforme les noix, elle prend les amandes, exporte. Mieux, une fois que les coques sont pressées, qu'on a extrait l'huile, il reste donc des briquettes qui servent de charbon. Aujourd'hui, nous allons poser la première pierre de l'usine, de l'unité qui va valoriser donc ces déchets. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est surtout la volonté du gouvernement de faire du secteur privé le fer de lance de l'économie ivoirienne. Notre département ministériel a fait de l'attraction des investissements dans ce secteur de la transformation de la NACAD l'un des programmes phares de sa politique de transformation de notre matière première. Ce sont 35 entreprises et projets qui se sont engagés à travers des conventions avec l'État pour la réalisation de l'ambition qui est de transformer au moins 50% de la production nationale de noix de cajou à l'horizon 2030. Au-delà de cette vision, c'est surtout des matières premières transformées sur place qui font leur premier pas avec la saisie des retombées de toute la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire, en tant qu'acteur majeur du secteur, premier producteur mondial de noix brutes et troisième en termes de volume de noix transformées, la Côte d'Ivoire, dis-je, devra désormais influencer le marché mondial par sa politique nationale orientée vers les intérêts des acteurs sur le plan national, tout en préservant l'intérêt de nos clients traditionnels. En moins de 8 mois de fonctionnement, l'entreprise a exporté plus de 250 conteneurs et devrait à plein régime offrir 1 millier d'emplois aux jeunes de la région. Il s'agit pour nous de ne plus accepter de voir partir à l'extérieur la valeur ajoutée extraordinaire créée par les productions agricoles que nous donne notre terre bénie et le labeur acharné de nos paysans. Prenons le cas concret de la noix de cajou qui nous réunit ici. Nous sommes devenus le premier producteur mondial de noix brutes avec une production qui a plus que doublé en une décennie
pour atteindre près d'1 million de tonnes en 2021, soit plus de 25% des volumes produits au monde. Mais dans le même temps, parce que nous ne transformons pas assez ces produits bruts, nous ne retirons toujours qu'une trop faible part de valeur mondiale de ces mêmes productions agricoles. C'est à peine 11% pour l'anacarde, d'où cette ambition industrielle fantastique mais indispensable, formulée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Transformer localement plus de 50% de nos principales productions agricoles pour forger une croissance toujours plus solidaire, durable et positive. Pour le chef du gouvernement, en réussissant à transformer sur place, l'on crée plus de revenus pour producteurs et plus d'emplois pour les jeunes. Patrick Hachi invite les investisseurs nationaux et continentaux à emboîter le pas à Dorado Ivory. Nous sommes une terre de richesse agricole extraordinaire qui attend vos capitaux comme vos savoir-faire pour faire grandir avec vous nos industries, nos marchés, notre export, nos emplois, tout un pays et tout un peuple. En ce 8 juillet 2022, Patrick Hachi n'a pas manqué de saluer la mémoire de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, parti il y a aujourd'hui 2 ans. Sur toutes ces questions de développement des recherches sont faites et utiles à la croissance, les chercheurs pensent alors à la valorisation de leur trouvaille. La question était au centre d'une rencontre à Abidjan. Des participants sont venus de plusieurs pays africains. On le voit avec Souleymane Donisongui et Abou Sanogo. À travers une brève présentation de ces travaux de recherche, Esther Duflo compte rapprocher chercheurs et décideurs publics dans la mise en œuvre des politiques de développement. Un pays comme la Côte d'Ivoire dépense des budgets considérables pour l'augmentation de la qualité de vie de ses populations les plus pauvres, ce qui est bien normal. Et ces budgets doivent être utilisés le plus efficacement possible. Cette école d'été donne cette opportunité de faire dialoguer les deux groupes afin que les résultats de la recherche puissent nourrir donc la politique économique. En quoi la recherche scientifique pourrait-elle impacter les décisions des politiques publiques? Grâce aux résultats de la recherche, on peut piloter de façon efficace, je dirais même de façon efficiente, la prise de décisions politiques. Vous avez vu par exemple tout ce qui a été dit sur l'école, ça nous amène à nous questionner sur certaines prises de décisions au niveau de l'orientation stratégique de nos systèmes éducatifs. La recherche permet d'apporter des solutions à un certain nombre de questions que nous nous posons afin d'orienter de façon correcte nos prises de décisions politiques. Le ministère du Plan et du Développement a entrepris le renforcement du système de suivi et évaluation à travers l'élaboration de la politique nationale d'évaluation des politiques publiques en vue d'assurer le pilotage optimal des politiques et améliorer la redevabilité. L'impact de l'évaluation des politiques publiques n'est plus à démontrer, d'où la nécessité d'adopter des politiques nationales de l'évaluation. Cela permet de doter les institutions, notamment le gouvernement et le Parlement, des outils nécessaires à une prise de décision fondée sur les faits et des preuves. L'école d'été méthodologie du développement est animée par plusieurs chercheurs dont Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Cette édition 2022 de l'école d'été est organisée en partenariat avec l'Agence française de développement et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Les parlements veulent jouer leur rôle dans la gouvernance mondiale. Il se tient à Kigali la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La cérémonie solennelle d'ouverture s'est tenue ce vendredi. Le président de l'APF, Adama Bictogo, a présidé la séance. Il a partagé sa vision d'un organe engagé à relever tous les défis socio-économiques dans les États francophones. De Kigali, le reportage de Moussa Konaté et Ambroise Assema. 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les 90 sections de l'institution internationale parlementaire sont réunies à Kigali au Rwanda pour débattre sur les défis du développement socio-économique des États francophones. Thème de cette session, gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable. Le choix du thème de débat général de cette session est un choix délibéré pour nous amener en tant que représentants du peuple à réfléchir et à échanger sur le rôle important que nous devons jouer dans la consolidation de la paix et de la stabilité au sein de notre espace commun. Sans bonne gouvernance et les institutions solides et inclusives, nos efforts pour le développement et la paix durable seront vains.
Le monde est aujourd'hui également confronté à d'autres multiples défis, notamment des défis sécuritaires. Les menaces à la paix et à la sécurité collective n'ont jamais été aussi préoccupantes. Nous le savons tous, beaucoup de nos pays membres subissent quotidiennement des fléaux du terrorisme. La communauté parlementaire francophone engagée donc pour la stabilité dans les États de l'espace francophone. Le président de l'APF, Adama Bictogo, partage sa vision d'une organisation parlementaire forte. Il relève les enjeux de ces assises. Face aux nouveaux enjeux et défis mondiaux, que sont les questions liées au changement climatique, à la pauvreté, à la pandémie de la Covid-19, aux migrations avec leurs corollaires, de drames au large de nos océans, la question du chômage des jeunes, la prise en compte des femmes dans les instances de décision, les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne, les crises institutionnelles et politiques qui se traduisent par la dissolution d'institutions démocratiquement élues, notamment les parlements qui sont par essence le lieu de l'expression plurielle de la démocratie. Face à ces enjeux, qui constituent de véritables défis pour nos États, et en particulier les parlements, il nous faut prendre des mesures législatives fortes, cohérentes, concrètes et parfaitement adaptées aux besoins de nos populations. Le président Adama Bictogo se prononce également sur le prochain sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, dont le thème est « Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Porteur d'opportunités, le numérique offre à nos différentes jeunesses un espace dédié permettant d'exprimer leur savoir-faire et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. C'est donc un levier important à notre disposition qui, s'il est utilisé à bon escient, et ce à différents niveaux, constituera sûrement un vecteur de développement solidaire au service de tous. C'est dans cet esprit qu'en novembre prochain, au sommet de la francophonie de Djerba, l'APF déposera un avis dans le cadre du grand débat sur le thème de la connectivité dans la diversité. C'est à travers cette vision novatrice, articulée autour de l'utilisation du numérique dans les activités parlementaires que nous avons bâti un pan de notre action à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un axe majeur de cette action est la modernisation de l'institution à travers la promotion du e-Parlement et la digitalisation pour plus d'efficacité de l'activité parlementaire. La 47e session plénière sera marquée par la désignation du nouveau président de l'institution parlementaire francophone. Ici en Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre reste dans les mémoires. Cela fait 2 ans qu'Amadou Gon Coulibaly n'est plus. L'an 2 de sa disparition porte la marque de la reconnaissance à l'homme. Dans le centre du pays, on salue un grand serviteur de l'État. Bouaké et toute la région de Béké s'associent à la commémoration qu'on voit avec Kader Sogodogo. Une exposition photo, un livre, le souvenir d'Amadou Gon Coulibaly reste intact. Le siège du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à Bouaké, a refusé du monde pour l'an 2 du décès de ce grand serviteur de l'État. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, avec à sa tête le ministre Mamadou Touré, après Abidjan, Daloa, Yamoussoukro et avant Korogo, où repose le défunt, fait escale à Bouaké. L'homme doit continuer d'inspirer toutes les générations. L'Institut a été mis en place pour pérenniser les valeurs incarnées par Amadou Gon Coulibaly et nous comptons chaque année, autour de sa date anniversaire, organiser une série d'activités pour surtout inculquer aux jeunes générations ce qu'a été Amadou Gon Coulibaly. Je pense qu'il avait aussi pour projet de faire en sorte qu'il y ait une jeunesse excellente qui émerge dans ce pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau public, privé, etc. Bouaké et le Béké restent attachés aux défunts. Amadou Gon a une vie inspirante. La façon dont il a fait son combat politique, la façon dont il a affronté la maladie, la façon dont il est parti et tout ce qui est fait et dit aujourd'hui font de ce que cette vie d'Amadou Gon est une vie singulière. 500 exemplaires du livre Le cœur et l'esprit retraçant le parcours de Amadou Gon Coulibaly ont été dédicacés par son auteur Vénance Konan. De nombreux témoignages sur la bonne qualité humaine du défunt ont marqué également la commémoration.
Et plus au nord de Bouaké, dans sa région d'origine, à Korogo, hommage rendu à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les membres du gouvernement, l'Institut de formation politique qui porte son nom et la population du Poro étaient réunis pour honorer la mémoire de celui qui avait été choisi pour représenter le RHDP à la présidentielle de 2020. Il y avait des témoignages sur la vie de l'illustre disparu. C'était au cours du panel sur son œuvre autobiographique intitulée « Le cœur et l'esprit ». Tous ont reconnu que la Côte d'Ivoire a perdu un de ses illustres fils. Et comme nous sommes le jour d'Arafat, prions aussi pour tous ces défunts. Arafat, du nom de cette montagne sacrée située à une dizaine de kilomètres de la ville sainte de la Mecque, y séjourner en ce jour indiqué est une obligation pour tous les musulmans. Partir a accompli le pèlerinage. Ce jour d'exaucement a été mis à profit par la délégation ivoirienne. Les fidèles ont formulé des prières et des bénédictions en faveur du pays, ce qui a donné lieu à une cérémonie officielle à laquelle ont assisté nos envoyés spéciaux, Mama Traoré et Abdelaziz Ganiyou. C'est au pied du mont Arafat que les imams ivoiriens ont décidé de porter leur pays en prière, à travers plusieurs lectures intégrales du Saint-Coran et des tours de chapelet lors d'une cérémonie officielle. Cette séance de prière organisée par le commissariat du Hajj est l'occasion de souligner les efforts consentis par le gouvernement pour faciliter le séjour des pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite, car le Hajj 2022 est le premier ouvert à tous les pays du monde entier depuis la survenue de la pandémie de Covid-19. Seulement 1 million de fidèles musulmans ont été autorisés par les autorités saoudiennes à accomplir ce 5e pilier de l'islam. Chers invités d'Allah, devoir de reconnaissance oblige. Je voudrais saisir cette occasion solennelle qui nous rassemble pour rendre un hommage mérité au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son soutien constant à l'égard de la communauté musulmane. Pour cette édition du Hajj, Allah est témoin des efforts qu'il a encore consentis. Notre satisfaction face à cette organisation qui a débuté tardivement cette année, du fait de cette pandémie qui hypothéquait un peu la tenue du pèlerinage. Fort heureusement, Dieu a bien voulu que l'événement se tienne et nous sommes vraiment heureux que tout le monde se soit impliqué, depuis les autorités ivoiriennes jusqu'au commissariat du Hajj, la direction générale des cultes, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour donner ces résultats que nous constatons aujourd'hui avec satisfaction. Remercier également les imams pour toutes les prières qu'ils formulent pour notre pays, pour la paix, la stabilité, le progrès, l'amélioration des conditions de vie des populations, qu'ils continuent donc ainsi. Nous avons un Hajj un peu spécial puisque le jour d'Arafat tombait vendredi. Pour les musulmans que nous sommes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, c'est vraiment demander de renforcer les prières afin que les choses puissent aller de l'avant pour notre pays, pour l'ensemble de notre communauté et pour la paix dans le monde. Pas de pèlerinage pour quiconque n'observe pas la station du mont Arafat en ce jour indiqué. Ce qui témoigne de l'importance de ce jour béni, selon Imam Adam Diabaté, qui a tenu le sermon de la grande prière de ce vendredi au pied de la montagne dite de la miséricorde. Arafat représente le jour de la clémence et du pardon des péchés. En effet, chers frères et sœurs, celui-ci est le jour où Dieu réalise le plus de demandes des croyants et pardonne les péchés des personnes qui se répandent. En effet, l'importance suprême du jour d'Arafat réside dans le fait que ce jour est le jour durant lequel Allah a franchi le plus de ses créatures du feu de l'enfer. Après le sermon, les pèlerins ivoiriens ont accompli de façon successive les 2 prières de l'après-midi, comme le veut la tradition du prophète Mohammed, guide de l'islam. Au coucher du soleil, ils se rendront sur le site saint de Mouzalifa pour y passer la nuit et le lendemain, ce sera le début de la lapidation des stèles incarnant le Satan. Et demain, c'est aussi la Tabaski. Le député de la commune de Korogo, Ouattara Lassina, a sillonné la ville pour distribuer des moutons et des bœufs aux familles vulnérables, une centaine de têtes et plus de 70 tonnes de riz, un geste qui permet une meilleure célébration de l'Aïd el-Kébir. Amissi Soko. Cette année encore, le député de Korogo commune, Lassina Ouattara, met du baume au cœur des familles vulnérables, des chefs et guides de la communauté musulmane à l'occasion de sa traditionnelle caravane de distribution de béliers et bœufs. Au quartier Koko, Nangolo Soro, amputé de sa jambe droite suite à une maladie depuis 1 an, bénéficie de l'assistance de l'honorable Lassina Ouattara la veille de la fête de la Tabaski. Grâce à Lassane, mon petit frère, Las Pierre, il a envoyé un mouton avec un mandat encore plus, que je le remercie.
De Koko au nouveau quartier en passant par le quartier 14, Aoussabougou et autres, ce sont près de 100 béliers et 20 bœufs qui sont offerts pour permettre d'accomplir le sacrifice d'Abraham. Il me fait ça au nom du président de la République. Chaque année, je savais qu'il allait passer. Donc, pour cela, je lui remercie beaucoup. Arrivé là-bas, il n'a qu'à remercier notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On dit merci au président de la République, ça ne nous surprend pas. Vu tous les actes qu'il a posés jusqu'à maintenant, ce n'est pas une surprise. Il a toujours œuvré pour le bien-être de l'Ivoirien, de la société. On remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas une première fois. Depuis que Alassane est venu, les imams reçoivent toujours, c'est bien, surtout la tabaski. En cette période de partage, l'association des sourds-muets a aussi bénéficié d'un bélier et d'un bœuf. Les pensionnaires de la prison civile, un bœuf. Le député de Korogo commune s'est également rendu au cimetière municipal de la ville auprès de Mafine Koulibaly. Elle l'entretient depuis plus de 20 ans. Avec les béliers et les bœufs, plus de 70 tonnes de riz, pâtes alimentaires et poulets sont offerts aux femmes de Korogo. Ce geste-là, ça nous va droit au cœur. Le bien qu'il fait, il ne le connaît pas, sauf Dieu seul va le rendre au centime. Pour le donateur, par ailleurs, le conseiller technique du président de la République, cette caravane a été possible grâce au soutien du chef de l'État, Alassane Ouattara. Étant député de la commune de Korogo, je suis venu dans ma population, comme le président de la République a toujours dit, d'être toujours avec sa population. Donc aujourd'hui, je suis avec ma population pour venir distribuer tous ces moutons, ces bœufs, parce que ce n'est pas facile pour la population. Merci au président de la République. Selon l'honorable Alassane Ouattara, la caravane de la Tabaski est une tradition initiée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lui ne fait que s'inscrire dans la continuité de l'action de son mentor pour le bonheur des populations. De solidarité également à Bouaké, une caravane de distribution de moutons aux démunis. Cette année, l'ONG Okadame permet à plus d'une centaine de familles musulmanes d'accomplir le sacrifice d'Abraham, symbole fort de l'Aïd el-Adha. Le reportage de Kader Sogodogo. Au Djeneklouani, un quartier de Bouaké, veille de la fête de la Tabaski. Le président de l'ONG Okademe, Touré Souleymane, bélier en main, apporte beaucoup d'émotions à cette famille. C'est une maman qui avait perdu son époux et qui n'avait aucun espoir. Et quand on nous avait indiqué donc son domicile à cette époque, on est venu la surprendre avec un mouton. Et cette maman a continué donc d'être l'objet de nos dons de Tabaski pendant 7 ans. La dernière fois, c'était l'an dernier. Et juste après la Tabaski, la maman a rendu l'âme. Mais en la mémoire de cette maman, nous n'avons pas voulu laisser ses enfants. Donc on a décidé, au nom du Premier ministre Patrick Kachi, au nom du ministre Amadou Koné et du président de l'ONG Okademe, avec tous les cadres de Bouaké, que nous venions remettre un mouton pour que cette famille-là puisse fêter la Tabaski. Les mots me manquent. Je ne fais que donner les bénédictions. Que l'âme de ma maman repose en paix. Elle a souffert dans la vie. Je ne veux pas qu'elle souffre dans sa tombe. Je vous remercie beaucoup. Dans le Coran, il est fortement recommandé à tout musulman qui a le moyen d'imiter le sacrifice d'Abraham qui consiste à immoler un mouton. Il peut également permettre aux démunis d'accomplir le geste. C'est tout le sens de la caravane annuelle de la Tabaski initiée par l'ONG Okademe. Des guides religieux bénéficient également des offrandes. C'est plus de 100 familles qui vont recevoir gratuitement le mouton de la Tabaski. Il y a quelques heures de l'Aïd el-Kébir, les gares routières sont bondées de monde, des voyageurs de dernière minute, mais déterminés quand même à rejoindre les localités de leur choix pour la fête, et un choix de dernière minute puisqu'il se fait seulement à la veille de cet important événement religieux. On voit l'ambiance dans les gares avec Walter Amadou Ouattara. Commune de Koumassi, aux alentours de la zone industrielle. Au moins 5 grandes compagnies de transport routier se partagent cet espace. À la veille de la Tabaski, les voyageurs se bousculent pour avoir une place. Les muscles s'imposent au mieux,
il faut être aidé et ce n'est pas du jeu. Le chauffeur de ce car a même du mal à accéder au volant de son engin. Nous, les Africains, on aime toujours retard. En dernière position, tout le monde veut voyager ensemble. Sinon, la fête est prévue depuis le mois passé. Mais au dernier jour, tout le monde veut partir à la fois. Donc c'est ce qui a créé le Titanic. Relativement au désordre constaté, des passagers expriment leur colère. Je suis venu depuis 5 heures. Regardez l'heure qu'il est. On nous dit non, c'est le premier, deuxième départ, on va, et il y a une désordre totale. Vous me regardez l'entrée de l'autre côté. Regardez l'entrée. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas capable de transporter les gens, dites-le carrément et puis on va se chercher ailleurs. Pourtant, le chef de gare affirme que toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire les usagers. Depuis quelques semaines, nous avons renouvelé le parc auto pour pouvoir vraiment transporter tous nos frères et sœurs qui vont fêter, pour que vraiment nos passagers se sentent à l'aise et surtout en sécurité. Lorsqu'on prend l'argent des tickets, c'est sûr qu'ils vont partir. Hier, de façon globale, nous avons évacué plus de 2000 et quelques passagers. Autre compagnie de transport, juste en face, l'ambiance est quasiment identique. Ce voyageur dénonce le déficit de véhicules. Tout ce monde voyage. Ou couper ticket seulement, il n'y a pas qu'à. Alors qu'on voit à côté les voisins qui sont là, ils ont caillé tous. Quand on crie, on dit premier départ, deuxième départ, ça bouge seulement. Pour nous, ça ne bouge pas. Le vrai problème, eux-mêmes, là, ils n'ont pas assez de voitures, c'est tout. À Trècheville, on constate peu d'engouement, mais le chef des gares assure que les chiffres d'affaires sont intéressants en cette période. Ça marche. On fait les affaires correctement. Même matin, les premiers cartouches, ça charge. Depuis hier, on charge seulement. Mais actuellement, là, c'est l'embouteillage qui nous bloque un peu. Sur l'ensemble des sites visités, les passagers essaient de justifier le choix de leur jour de voyage. Quelque part, il y a la permission, mais les employés, je ne pourrais pas les abandonner à eux en famille. Il faut veiller sur eux, parce que certaines personnes aussi devraient me déposer les demandes de permission. Il faut valider les demandes d'abord avant, en tant que le responsable, aller voir maintenant hiérarchie et puis déposer moi ma demande. Dans les environs des gares routières, les forces de l'ordre veillent au grain, même si elles se font discrètes. Dans l'actualité politique, une réunion d'information a lieu à Korogo sur l'élection des secrétaires départementaux du RHDP. Elle vise à donner les conditions d'organisation et d'éligibilité aux militants. Une initiative du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, membre du directoire. Le reportage de Ami Sissoko. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP fait sa mue pour les futures échéances électorales. Il organise le 23 juillet l'élection des secrétaires départementaux chevilles ouvrières du parti au pouvoir. Dans le département de Korogo, ils sont 10 têtes de liste à briguer les 10 postes de secrétaires départementaux. C'est l'information donnée à l'encadrement par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, au cours de cette réunion. Cette élection vise à restructurer le fonctionnement du RHDP. Les conditions d'organisation et d'éligibilité sont présentées par le maire Lazani Koulibaly. Une liste de 10 personnes qui sont vraiment représentatives et bien connues dans ces localités, comme les personnes à qui le parti s'adresse souvent. C'est cette liste qui sera votée par le collège électoral. S'il y a une liste opposante, on aura 2 listes. S'il n'y a pas de liste opposante, ce sera la seule liste. Des échanges qui s'en sont suivis, les militants affirment que cette élection renforce l'expression de la démocratie au sein du parti. C'est retrouver et partager les informations politiques et trouver un consensus. C'est la toute première fois. Donc, on ne fait que dire merci au ministre de la Communication et de l'économie numérique. Le ministre Amadou Koulibaly était rassembleur. Parce que tous les messages qui ont été véhiculés aujourd'hui montrent que tout le monde est d'accord pour qu'il puisse continuer l'œuvre d'Amadou Koulibaly. Sur le choix des personnes qui conduiront ces différentes listes, le ministre Amadou Koulibaly, membre du directoire du RHDP, salue le consensus autour de ces candidats, dont lui-même. À la demande de nombreux militants, de nombreux délégués de secteur, nous avons répondu donc à cet appel en nous portant nous-mêmes comme tête de liste telle qu'ils le souhaitaient pour pouvoir justement incarner ce rassemblement, cette union retrouvée de tous les fils et de toutes les filles
du département de Korogo. La campagne de l'élection des secrétaires départementaux s'étend du 16 au 22 juillet. Le vote a lieu le 23. Les résultats provisoires sont prévus les 23 et 24 juillet et les définitifs le 30. Et voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est lorsque le mortier est plein que les poussins autour arrivent à picorer les graines qui tombent. Je vous souhaite une excellente célébration de l'Aïd el-Kébir.